Le coaching a le vent en poupe et s'implante de plus en plus en Afrique. Aider les autres, les uns et les autres à mieux exploiter leur potentiel, les motiver à booster leur performance pour se réaliser dans le bonheur. Telles sont les missions assignées aux professionnels du développement personnel. Bienvenue sur RTI 1, bienvenue sur la chaîne nationale ivoirienne, bienvenue également dans la télé utile. Au sommaire de ce numéro, eh bien, nous aurons l'étincelant parcours de Pascaline Kamokwe, une passionnée du coaching et du développement personnel. Nadia Sabé, vous le savez, nous présentera son hilarant JT de ce midi. Entre deux chroniques, nous recevrons un invité surprise. Paulus Agathon, dans C'est Malin, nous renseignera sur les commerces rentables en période de Saint-Valentin. Cette émission, j'en suis sûre, vous fera énormément de bien. Alors ne raccrochez pas, parce que c'est midi. C'est midi, c'est maintenant. Et on est toujours heureux, toujours content d'être à votre service, n'est-ce pas, Paulus Agathon? Toujours le sourire, la banane, la perche. Bonjour Caroline. Il y a la pêche. Merci Caroline pour ce gros clin d'œil, parce que je vois que vous êtes superbement vêtue de bleu, et le bleu c'est ma couleur préférée. Je savais que vous m'aimiez, mais je ne savais pas que c'était à ce point. Pas jusqu'à ce point. C'est waouh, merci. C'est la vérité, c'est la vérité. Aujourd'hui, j'ai pas dit mon chouchou, Paulus Agathon, pour ne pas faire de jalouse. Ah bah oui, mais ce qu'il a dit tout à l'heure, là, vous n'allez plus vous sentir. Adjoa Penda, non. Vous n'allez plus vous sentir. Non, ça je me sens, je dis ça va encore. Toujours là. C'est-à-dire quand il dit c'est ma couleur préférée, bah d'accord, j'ai compris. Non mais vous êtes ravissante. Oh là là, voilà. il m'a provoqué le gars. On me dit pas ça. Il a tout gâté. Il a gâté, l'émission va s'arrêter là. Alors Nadia Sabé, ça va? Nadia Sabé, vous le savez, en fait, c'est un jeu de mots que j'ai fait. Vous allez dire autre chose. Non, aujourd'hui, on ne parle pas d'Ariel Chené, non. Qui va parler d'Ariel Chené aujourd'hui? Personne. Vous avez déjà parlé d'Ariel Chené. Ah bon? Ah oui, vous avez déjà dit son nom. Je suis désolée, ça va. Aujourd'hui, on parle de quoi dans votre chronique, dans le JT? Alors, je vais revenir un peu sur la CAN, je vais faire un débriefing. Donc voilà, je ne vous en dirai pas plus. C'est super. Eh bien, notre thème du jour est ainsi libellé. Pascaline Kamokwe, l'histoire exceptionnelle d'une passionnée de coaching, forte d'une expérience de plus de 20 ans à l'international dans le domaine du coaching et du développement personnel. Pascaline Kamokwe est PDG et chef d'entreprise, coach PNL, executive coach certifié HEC Paris. Merci de décerner un déluge d'applaudissements à notre invitée, Pascaline Kamokwe, qui nous rejoint sur le plateau de ce midi. Elle est aussi belle qu'intelligente. Merci beaucoup, public de ce midi, pour ce bel accueil, très chaleureux. En tout cas, merci beaucoup. Merci infiniment. Pascaline, bonjour. Bonjour Caroline. Bienvenue à Abidjan, bienvenue sur le plateau de ce midi. Merci infiniment. Merci pour l'invitation. Alors, nous essaierons de faire de plus amples connaissances avec Pascaline à travers un élément vidéo, le résumé de son brillant parcours avec Raymond Hadji et Nafi Touré. Difficile de l'entendre parler sans se laisser captiver par son élocution et la force de la conviction qu'elle y met. Coach PNL, programmation neurolinguistique, auteur, conférencière et entrepreneur, Pascaline Kamokwe jouit d'une expérience de plus de 20 ans à l'international. Installée à Paris, elle réussit à se forger une carrure dans le monde du coaching. Spécialiste du personal et du corporate branding, elle excelle dans le développement du potentiel humain grâce à des stratégies de stimulation adaptées au profil du client. Proche de l'Afrique, étant originaire du Cameroun, Pascaline rêve grand pour le continent. Sa vision, son parcours, elle en parle largement sur le plateau de ce midi. À l'heure actuelle. Merci beaucoup. Eh bien, je rappelle le thème du jour, Pascaline Kamokwe, l'histoire exceptionnelle d'une passionnée du coaching. Eh bien, Pascaline, vous avez décidé de faire du développement personnel votre domaine de prédilection. On est vraiment tenté de vous poser la question de savoir comment tout a commencé. D'où est née cette passion?
Alors déjà, merci infiniment pour l'invitation. Je me sens honorée d'être avec vous ce soir et pour cet accueil, comme on dit, aquaba. Je vous qui me Tout dis à fait. Aquaba, Pascal. Merci, merci. Alors, j'ai un parcours assez atypique. C'est-à-dire que le développement personnel est tombé comme ça sur moi. Ce n'était pas quelque chose que j'avais programmé. En fait, j'ai été appelée à le faire suite à des douleurs de la vie. Hein. C'est-à-dire que quand on vit des expériences très douloureuses et qu'à un moment donné, on touche le fond, sans s'en rendre compte, si on fait l'option de se retrouver, il y a des choses qui se passent dans notre vie, on ne se rend même pas compte. Donc, comment j'arrive au développement personnel et au coaching? C'est justement dans la quête de me sentir mieux parce que j'étais vraiment dans une situation très compliquée. J'ai échangé avec des copines. J'ai dit, écoutez, on va arrêter de parler de vêtements, de belles choses, ça c'est bien. Mais est-ce qu'on pourrait parler des choses qui vont nous faire grandir? Bon, quelques-unes d'entre elles ont dit, OK, on fait le jeu. On a créé un compte, un groupe Instagram, enfin non, pas WhatsApp. Et dans le groupe, on a échangé. Et à un moment donné, je me suis dit peut-être que mon message aurait plus de résonance sur les réseaux sociaux. Donc, je suis allée sur les réseaux sociaux, j'ai commencé à partager mes douleurs, mais pas dans le sens de me plaindre, dans le sens de dire, voilà, j'ai mal, mais je m'en sors parce que je crois en l'avenir. Et à force de le faire, ben, je me suis rendu compte que ça me faisait du bien et ça faisait du bien aux autres. Et comme je suis de nature perfectionniste, je me suis dit, pour pouvoir correctement accompagner les gens, je vais me faire former. C'est comme ça que je me suis formée à la PNL et en tant qu'exécutif coach chez HEC Paris. C'est très bien, mais le public et les téléspectateurs vont m'en vouloir si je ne pose pas la question relative aux douleurs que vous avez connues, parce que vous avez plusieurs fois parlé dans ce paragraphe de douleurs, de choses malheureuses qui vous étaient arrivées, donc qui vous ont conduite aujourd'hui au coaching. C'était quoi? Qu'est-ce que vous avez réellement vécu? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que je vais parler de quelques-unes de ces douleurs. Parce que je pense que du haut de mes 43 ans, il s'est passé suffisamment de choses douloureuses dans ma vie. Mais je vais juste partager certaines de mes douleurs qui peuvent aider ceux qui nous suivent en ce moment. C'est qu'on voit la femme aujourd'hui qui est épanouie, qui est heureuse, qui est vraiment très voilà, je suis bien dans mes bottes, hein, je n'ai pas de problème avec ça. Mais il faut qu'on regarde la face cachée de l'iceberg. Ce qu'on oublie souvent de montrer, c'est que je me suis mariée, j'étais heureuse. Et malheureusement, ou plutôt d'abord heureusement, j'ai fait des jumeaux. Et le 15 novembre, il y a 13 ans, j'ai perdu mon fils de la mort subite du nourrisson. Le frère jumeau de ma fille Chelsea. Et je peux vous dire que même à son pire ennemi, c'est quelque chose qu'on ne peut pas, souhaiter. Il m'a fallu 10 ans, 10 bonnes années pour vraiment faire le deuil. Donc vous imaginez, dans ma vie, j'ai passé 10 années de souffrance. Et donc dans cette souffrance, ça a suscité des problèmes de couple. Il faut dire que vous êtes mariée très tôt, très jeune. Je me suis mariée, j'avais 26 ans. Ouais, quand même. Ouais, ça va. Ouais, c'est ça, encore. Aujourd'hui, on se marie aussi de plus en plus tard. Donc j'ai perdu le goût. Donc suite à la perte, hein, parce que je n'ai pas les statistiques en tête, mais je sais que la plupart des couples qui perdent un enfant se séparent. Et je n'ai pas dérogé à la règle, hein, donc ça s'en est suivi le divorce hein, avec mon mari. Et voilà, donc j'avance, je me retrouve avec 3 filles, donc je suis maman solo de 3 filles, à qui je dis bonjour d'ailleurs si elles me regardent. Voilà. Donc il y a ça, il y a le fait où on se retrouve de passer d'une vie très luxueuse à toucher le fond, en fait, où je me suis retrouvée en train de vivre avec mon frère dans son appartement. Il avait 2 chambres, lui, sa femme, ses enfants, ses 2 enfants, moi, mes 3 enfants. Et vraiment, par la grâce de Dieu, je n'ai pas baissé les bras parce que je me suis dit que si je ne me prends pas à main, personne ne va le faire à ma place. Donc après, il y a d'autres échecs professionnels et tout ça qu'on va laisser tomber, mais qui ont construit la femme que je suis devenue aujourd'hui. Alors, partout où votre profil apparaît, il est estampillé executive coach, HEC Paris et coach PNL. Je veux dire, ça répond à quoi tout cela? Quelle empreinte particulière cela apporte à votre identité personnelle? Alors, ce que ça apporte, ça vient juste renforcer qui je suis. Et aussi faire comprendre que dans le métier de coaching,
On a des coachs qui sont beaucoup plus dans la généralité. La mienne, c'est vraiment la programmation neurolinguistique, la PNL. Pourquoi ce choix? Ce choix parce que la PNL est destinée à aider l'autre à changer la vision qu'il a de son environnement. Donc, comme moi, j'ai été dans un environnement où, à un moment donné, ma perception de mon environnement était très négative et que grâce à la PNL, ça a été ce que l'on appelle en PNL le switch. Donc, aujourd'hui, c'est impossible pour moi d'imaginer ma vie en étant dans la victimisation. Et pour quelqu'un qui a une vision positive de la vie, qu'est-ce qu'un coach en PNL pourrait lui apporter? Oui, effectivement. Là, j'ai juste pris un angle. On va prendre l'exemple de quelqu'un qui est, effectivement, c'est quelqu'un qui est positif, qui n'est pas du tout dans le rien ne va pour moi, voilà. Ben, cette personne peut avoir d'autres challenges. Ça peut être, par exemple, quelqu'un qui est en prise de poste. Il a été promu, il était dans un environnement où il était aussi employé comme tout le monde. Et du jour au lendemain, il est promu directeur. Il ne sait plus comment faire. C'est ça. Voilà. Et là, la PNL, en fait, va venir aussi, en tant que coach PNL, l'accompagner en disant... Relax, relax, it's going to be okay, relax. Juste l'emmener à réaliser que ce n'est pas parce qu'il ne l'a jamais fait qu'il n'est pas capable de le faire. Et comment est-ce qu'on fonctionne? Parce que le cerveau, il est très bien fait. Le cerveau, il garde tout. Il faut juste trouver les techniques pour aller chercher les éléments dans son passé qui vont l'aider à comprendre que même si c'est dans un autre domaine, il y a des choses qu'il a déjà réussi dans le passé qui prouvent qu'il est capable de réussir ce qu'il n'a jamais fait auparavant. Donc vous voyez, c'est vraiment dans plusieurs secteurs où on va aider la personne à dire arrête de t'inventer des excuses, tu as tout ce qu'il faut à l'intérieur de toi. Mais c'est vrai, lorsqu'on vous écoute, c'est avec beaucoup d'intérêt et on y apprend et on se dit, voici une dame qui maîtrise quand même son domaine. Mais à côté de cela, on a des coachs autoproclamés, que ce soit dans les médias, que ce soit sur les réseaux sociaux. Et on sait l'importance de ce métier, le développement personnel. Alors, si ce ne sont pas des personnes aguerries, si ce ne sont pas des personnes outillées, elles peuvent entraîner beaucoup d'autres à la dérive. Alors, qu'est-ce qui est fait généralement pour essayer de mettre de l'ordre dans ce métier? Et comment est-ce qu'un individu lambda serait-il capable de dissocier l'ivraie du vrai? C'est un très, très bon point que vous soulevez parce que je suis vraiment attristée de voir que sur les réseaux sociaux, il y a énormément de coachs. Énormément. Et ce qui m'a choquée, c'est quand il y a 3 ans, quand j'ai décidé de devenir coach, j'ai eu droit à encore une autre coach. C'est OK. Ça ne veut pas dire que la porte est fermée. C'est ça. Il faut juste prendre conscience que ce n'est pas l'ancienneté qui définit la qualité d'un coach. Alors, si on revient à la problématique qui est la qualification des personnes qui disent qu'elles sont coachs, c'est hyper important que les personnes qui nous écoutent sachent qu'on peut vraiment endommager la vie des personnes si on ne maîtrise pas les techniques de coaching. Parce que quelqu'un qui vient vous voir avec une problématique, si vous ne savez pas lire entre les lignes, vous risquez d'aggraver la situation. C'est clair. C'est-à-dire qu'au moment où la personne vous quitte, vous pouvez croire que vous avez réglé le problème. Mais non, en fait, de manière superficielle, vous l'avez peut-être réglé, mais vous avez causé d'autres dommages. Parce que nous, en tant que coach, on n'écoute pas ce que la personne dit, mais on écoute ce que la personne ressent. Et ça s'apprend, ça ne s'improvise pas. Par contre, je ne suis pas en train de dire que quelqu'un qui n'a pas été formé ne peut pas être un bon coach. Je pense qu'il serait malin, ou plutôt intéressant, de peut-être trouver un juste milieu, vous voyez? Parce que je vois, par exemple, des coachs qui donnent des conseils. C'est délicat parce que nous, dans notre formation, on nous apprend à ne pas influencer le coaché. Parce que le coaché, il doit pouvoir être autonome à un moment donné. Ça veut dire quoi, influencer le coaching? Alors, par exemple, si vous venez me voir, vous me dites, écoute, Pascaline, j'ai un problème, je vais revenir, c'est ce qui est le plus courant, les croyances limitantes, c'est mon expertise, vraiment briser le plafond de verre. Quelqu'un va dire, je veux me lancer dans mon activité professionnelle, mais j'ai peur parce que autour de moi, il n'y a personne qui l'a réussi. Donc, quand la personne vient me voir, moi, je n'ai pas le droit, du moins l'éthique m'empêche de lui dire,
Mais si tu es capable, bien sûr, regarde, telle personne le fait. Là, on rentre dans du conseil. Moi, le coach, je vais lui dire, pourquoi tu crois que tu n'es pas capable? Qu'est-ce qui fait que tu crois que tu n'es pas capable? Donc, je vais le challenger tout en évitant que l'idée vienne de moi. Parce que si l'idée vient de moi, ben, en fait, je ne vais pas pouvoir le transformer. Parce qu'il va se dire, coach Pascaline m'a dit que. Okay? Donc, ça ne va pas devenir quelque chose qui vient de lui. Or, quand ça vient de l'intérieur, c'est puissant parce que c'est en lui. Ce n'est pas moi qui l'ai mis en lui. J'ai juste mis de la lumière, c'est ce qui existait déjà en lui. Donc, on va éviter. Alors, il est important de mentionner que nous avons déjà des questions au niveau du QR code. Police Agathon. Oui, justement, en scannant le QR code qui s'affiche à l'écran, les téléspectateurs peuvent nous envoyer des messages. Et c'est justement ce qu'a fait Soro Célor qui dit « L'expérience fait mûrir », mais une question particulière. Aujourd'hui, il y a beaucoup de livres sur le développement personnel. Est-ce parce que les gens ne lisent pas qu'ils ont besoin de coachs en développement personnel? Merci pour la question. Alors, personnellement, je ne suis pas quelqu'un qui adore lire. Okay? Je lis vraiment quand je suis passionnée par quelque chose. S'il y a autant de livres aujourd'hui déjà, c'est parce qu'il y a un réel besoin. S'il n'y avait pas de besoin, il n'y aurait pas autant de livres. Ces livres, en fait, que vous pouvez même trouver de manière audible, hein, même des vidéos, enfin, pour moi, je mets ça dans la même catégorie. Je pense qu'à un moment donné, les gens ont besoin de se retrouver. Et on prend ce qui marche avec nous. Ça peut être la lecture, ça peut être l'audio, ça peut être la vidéo. C'est là, on ne peut pas mettre une opposition entre ces outils qui permettent de se développer personnellement et le coach. Le coach, c'est un métier. C'est un métier, le coaching. Donc, quelqu'un qui commence déjà à apprendre à se connaître avec les livres, les audios, les vidéos, c'est déjà une première étape de découverte, de connaissance de soi. On veut savoir qui on est. On veut savoir pourquoi on est là. Quelle est notre mission de vie? Qu'est-ce qui nous fait vibrer? Et ça, c'est quelque chose qu'on apprend, c'est un enseignement. On peut même aller dans des formations pour être formé, pour comprendre qui on est. Mais le coach, lui, il intervient dans la mesure où, par exemple, vous avez déjà fait le travail et vous dites, mais il y a toujours quelque chose qui me bloque. Comment on y arrive? Et là, ensemble, main dans la main, on avance, en fait. Vous voyez? Okay. C'est ça la différence. Alors, Pascaline, vraiment, vous avez un parcours assez intéressant. Quand on regarde un peu dans le rétroviseur ce que vous avez réussi à faire, que ce soit en Europe ou en Afrique, vous coachez des dirigeants, des chefs d'entreprise. Qu'est-ce qui a fait la différence? Qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui, Pascaline est à ce niveau-là, qu'elle inspire confiance et qu'elle arrive à faire toutes ces prouesses? Ça a été quoi votre particularité? Ça va vous sembler un peu bisounours, hein? L'amour. L'amour. Tout simplement. J'aime les gens. On est en février. Vous savez, c'est vrai. Vraiment, c'est l'amour. Pas seulement l'amour du métier, mais vous êtes véritablement intéressé par la vie des personnes que vous coachez. Ouais. Donc, vous les aimez. Oui, c'est-à-dire, vous ne les voyez pas juste comme des clients, vous ne les voyez pas comme des poules aux yeux d'or, mais plutôt comme des vies que vous avez envie de transformer, je pense. En fait, vous savez, quel que soit le métier qu'on fait dans la vie, la première question à se poser, ça ne vient pas de moi, c'est Simon Sinek qui dit ça, « Always start with the why ». Toujours commencer avec « pourquoi ». Pourquoi je fais ce métier? Si la réponse est pour gagner de l'argent, vous êtes complètement à côté de la plaque. Hein? C'est-à-dire que complètement. C'est-à-dire que la réponse doit être suffisamment forte de manière à ce que vous puissiez vous dire « je m'imagine faire ce travail, même sans être payé ». Voyez? Donc, quand vous avez cette réponse et qu'en face de vous, vous avez quelqu'un qui vient vous voir, vous savez que vous avez pour mission de l'aider à trouver la solution. Et comme vous êtes dans l'amour de l'autre, ben forcément, vous n'allez pas le regarder comme un portefeuille. Parce que je dis toujours qu'aujourd'hui, ce que je récolte, ce n'est pas parce que je poursuivais de l'argent, mais c'est parce que je veux apporter la solution. Et moi, je suis une croyante. Je me dis, quand tu sèmes, tu récoltes. Tu récoltes, à coup sûr. Voilà, c'est ça. Et ça peut dépendre aussi de la terre dans laquelle vous semez. Est-ce qu'il vous est arrivé d'être confronté à des difficultés, à des échecs? Oui. C'est-à-dire vous avez voulu aider des personnes qui, elles aussi, étaient peut-être ouvertes, mais malheureusement, ça n'a pas marché. C'est déjà arrivé? Oui, c'est c'est déjà arrivé plusieurs fois. Si je dis non, ça va pas être vrai. Je vais prendre le cas
d'une personne que j'ai accompagnée et qui était vraiment très ouverte, qui avait l'air de comprendre qu'en réalité, je voulais vraiment l'aider à révéler son plein potentiel. Sauf que moi, je suis très gentille, mais je suis très carrée en même temps. C'est-à-dire que quand vous êtes dans l'extrême gentillesse, les gens en abusent. Donc, par contre, avec moi, c'est très clair que j'ai des limites que je me mets et que je mets aux autres. Donc, dans cet accompagnement, je vais vraiment être vraiment en transparence là-dessus. C'est une personne, je voyais en elle ce qu'elle ne voyait pas. Et je disais, écoute, voilà le contrat, on va faire un contrat d'accompagnement, c'est clair. Sauf qu'au début, j'étais tellement en confiance que dans la deuxième partie du contrat, j'avais oublié de marquer annexe. Mais vraiment, hein, annexe. Et donc, à un moment donné, l'annexe était des tarifs différents. Et au moment de payer, elle me dit, non, ce que vous avez mis en annexe, ça fait partie du... Et ça m'a tellement déçue parce que c'est quelqu'un pour qui je voyais, vraiment, j'avais de grands rêves pour elle. Et ça m'a un peu refroidi. Et puis, je me suis dit, bon, il ne faut pas que tu te décourages, ce n'est pas tout le monde qui est comme ça. Tu as été déçu, c'est un apprentissage. Du coup, j'ai pris une avocate experte qui maintenant a tout ficelé dans la manière de travailler. Ça, c'est une des choses. Et résultat, c'est que ce que j'avais vu pour elle dans 2 ans, quand je regarde, on a look back, elle est toujours au même point. Tu vois, parfois, on pense duper les autres ou on pense être malin, ça nous revient toujours. Nadia. Donc voilà. D'abord, je suis très fascinée par votre parcours. Merci. Mais ma question est, on a remarqué que c'est plus la jante féminine qui est accro au coaching, en fait, que la jante masculine. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Alors, je n'ai pas les statistiques, mais si je dois me fier à ce que moi, je vis, j'accompagne plus d'hommes que de femmes. Certainement parce que, apparemment, j'ai un côté un peu masculin dans ma manière de fonctionner. Hein. Je suis un peu, voilà. Je pense que ça doit être ça. Ça doit être le fait que les femmes, la plupart des femmes déjà qui osent aller consulter, vous voyez. Je ne sais même pas si on prend les statistiques des psychologues, peut-être c'est la même situation, parce que dans la psychologie des hommes, ce n'est pas évident de dire j'ai besoin d'aide. Okay? Nous, les femmes, facilement, on demande de l'aide, s'il te plaît. Les hommes, ils ont un ego quand même qui fait que, attends, ça va bien, quoi. Je ne vais pas aller montrer ma souffrance. Donc après, pour qu'ils le fassent, ils vont le faire très discrètement. Ils ne vont même pas l'avouer. C'est-à-dire que si on fait les statistiques-là, très peu de personnes d'hommes vont coacher, oui, je me fais coacher ou je me fais accompagner. Ça en va de l'apparence. Voilà. Et dans votre parcours, de quoi êtes-vous le plus fier? Dans mon parcours. Alors, si je dois prendre l'ensemble, c'est l'héritage que je suis en train de laisser à mes enfants. Vous savez, quand je fais une vidéo, ou quand on fait cette émission, quand je ne serai plus là demain, mes enfants, mes petits-enfants, ils regarderont ça et puis verront que maman a quand même apporté sa pierre à l'édifice dans ce monde, même si elle est toute petite. C'est ça ma fierté, en fait. Votre dernière séance de Watch Me Talk en France, c'était quand? Pouvez-vous nous expliquer un peu comment les choses se sont déroulées? Est-ce qu'avant, vous aviez des appréhensions? Alors, disons que je suis une personne qui n'a peur de rien. Ah bon? Ah non, j'ai pas peur. Hein. J'ai même pas peur. Je vous assure, si vous étiez... Serpent! Elle n'a pas bougé, c'est vrai, elle n'a peur de rien. Pourtant, j'ai la phobie des serpents quand même. Hein, pardon? Pourtant, j'ai la phobie des serpents. Là. Bon, on va dire qu'on ne parlait pas de serpents, on parlait d'autre chose. Alors, disons que je viens d'une famille d'entrepreneurs déjà. Donc, mon père, ma mère, mes frères et sœurs, on est tous dans l'entrepreneuriat. Donc, on n'a pas peur parce qu'on sait que la vie est faite de challenges. C'est clair. Si je reste au même endroit, je ne peux pas faire les mêmes choses et espérer voir ma vie changer, quoi. Il faut bien aller dans l'inconnu. Donc, c'est comme ça qu'avec mon envie de give back, comme on dit, de donner ce que la vie m'a apporté, je me suis dit, pourquoi ne pas mettre en place un concept qui s'appelle Watch Me Talk. Et au départ, les gens croyaient que je voulais me la raconter. C'était hey, Watch Me, non, pas du tout, ça n'a rien à voir. C'était vraiment pour dire, je vais trouver des personnes inspirantes partout dans le monde qui vont venir être des modèles locaux. Vous voyez, par exemple, au Cameroun, ce qui était super, parce que le Cameroun, j'ai fait Paris, comme vous pouvez voir, je suis allée au Cameroun. Et au Cameroun, en fait, on avait beaucoup de modèles locaux. Et dans ces modèles locaux, c'était important pour moi qu'ils puissent parler de leur expérience et de dire que
bah, ce n'est pas forcément en allant à l'étranger qu'on réussit. On a un modèle de réussite qui a fait tout son parcours, qui a fait tout son parcours sur place. Il y en a plusieurs parmi eux et qui ont réussi. C'est clair. Parce que vous voyez souvent qu'on demande, c'est souvent chez les femmes, bah, quelle est la personne qui t'inspire le plus? Michelle Obama, Oprah, c'est le truc. Je dis, regarde autour de toi. Et moi, ma mission, c'est ça. C'est de dire, regardez, il est directeur, il a commencé au bas de l'échelle, il a réussi. Et vous pouvez y arriver. Franchement, si je prends Oprah, combien de personnes réussissent à faire comme Oprah? Donc, commençons par nos réalités qui sont accessibles, si on y met les moyens, en disant, voilà les modèles de réussite. Donc, c'est un peu ça. Et c'est surtout vraiment pour l'éveil des consciences, parce que nous, on est encore sous le poids du regard de l'autre. On se demande, ben, je ne vais peut-être pas faire ça parce que les autres ne le font pas, parce que ça ne se fait pas. Donc, moi, je veux vraiment passer au mouvement de Watch Me. Parce que je dis, watch me if I can, you can. Je ne suis pas une magicienne. Si je réalise tout ce que je réalise, c'est parce que je suis passionnée et que je me dis, je vais y arriver. Et je me donne les moyens d'y arriver. Donc, c'est un peu ça, l'idée de la tournée internationale Watch Me Talk, qui a eu lieu à Paris, qui a eu lieu aussi à Douala et qui aura lieu en Côte d'Ivoire, à Abidjan aussi. Oui, Paulus. Alors, toujours avec les questions de nos téléspectateurs. Une question commune de Marcel Zabsonri du Burkina et Ben Junior de la Côte d'Ivoire. Oui. Elle est relative à la situation matrimoniale. Oui. Étant vous-même divorcé, Oui. quel est votre regard sur le divorce et les conseils que vous pourriez éventuellement donner à des personnes qui sont sur le point de divorcer? Je dirais qu'il faut bien réfléchir. Prenez votre temps. Je pense qu'aujourd'hui, on va trop vite. Moi, je regarde mes parents, ce qu'ils ont vécu, et je me rends compte qu'il y a des choses qu'ils ne nous disaient pas, qu'ils auraient peut-être dû nous dire quand même. Je pense qu'ils devraient nous prévenir. Je trouve que c'est dommage, quand on va en mariage, on ne prend pas le temps de nous dire « ça va être chaud ». On dit juste « vas-y, le bonheur, les paillettes, tout va bien ». Donc, si quelqu'un aujourd'hui est dans une situation où elle se demande si elle va divorcer ou pas, je ne peux pas donner une réponse tranchée parce qu'il y a tellement d'éléments à prendre en compte. Mais je dis juste qu'il ne faut pas se précipiter. Il faut vraiment, vraiment peser le pour et le contre, surtout s'il y a des enfants, avant de prendre cette décision qui, ça semble facile, c'est dur après. Mais après, on peut toujours relever la tête. On a une prolifération des experts en coaching et paradoxalement, à cela, les cas de suicide, les cas de dépression se multiplient. Est-ce qu'il y a, je ne dirais pas une explication à cela, mais ça fait quand même 2 poids, 2 mesures? Oui. Bah, je pense que malheureusement, le contexte actuel n'aide pas. Parce que, vous savez, pendant le confinement, surtout, je ne sais pas comment ça s'est passé ici, mais en France, on a eu beaucoup de dépression, on a eu beaucoup enfin, ça continue, hein, parce qu'on est marqué. Hein. Même si on a l'impression que ça redémarre, ben, les gens, ils perdent goût à la vie. Vous savez, il y a des personnes qui n'avaient pas eu l'habitude de vivre avec elles-mêmes. Vous savez, vous avez toujours l'habitude de vous dire, je me lève le matin, je m'apprête, je vais au boulot, je passe la journée avec mes collègues. Mais vous savez, il y a beaucoup de personnes qui vivent dans la solitude. Donc forcément, si votre lieu de vie, c'est hors de chez vous, ben forcément, quand vous rentrez à la maison le soir, ben vous vous dites que bon, je vais faire je vais boire un coup, je vais faire ce que je veux, je dors. Or là, on s'est retrouvé avec le télétravail, où vous vous levez le matin, votre oxygène qui était votre lieu de travail, à l'extérieur, n'existe plus. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on a les idées noires qui viennent. On se rend compte perdu, on se rend compte qu'on est perdu, qu'on a perdu l'habitude de vivre avec nous-mêmes. C'est pour ça que je dis que si quelqu'un a l'impression qu'il n'est pas bien, je pense que la première chose, c'est apprendre à vivre avec soi-même. C'est quelles sont mes qualités et quels sont mes points d'amélioration et comment est-ce que j'évolue avec ça. Or, ça, c'est quelque chose qu'on ne nous apprend pas. On ne l'apprend pas à l'école, on ne l'apprend même pas au travail, on ne dit pas aux gens, mais voilà comment est-ce que tu peux arriver à t'en sortir, quelle que soit la situation. Or, comme c'est un problème qui n'a pas été réglé en amont, dont les gens découvrent qu'en fait, ils se retrouvent seuls. Mais comment je fais pour avancer? Et malheureusement, on est un peu tous égoïstes. Ça veut dire que chacun dit non, j'essaye de m'en sortir, bah, sauf qui peut. Et il n'y a pas suffisamment de moyens mis en place pour pouvoir aider ces personnes efficacement, parce que ça représente un énorme coût. On a toujours envie de l'écouter, Pascaline Kamokoé, mais c'est l'heure de la pub. On se retrouve dans la deuxième partie de l'émission. Quels que soient vos challenges familiaux, la nouvelle Kiren 10 litres est à vos côtés pour vous simplifier la vie. Avec son nouveau format plus économique à 1500 francs, découvrez la nouvelle Kiren 10 litres, facile à utiliser, disponible dans tous les points de vente. Kiren, soif de vivre.
Bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien. Je m'appelle Andrea Etienne et je vous souhaite une très belle année 2022. Alors cette saison dans C'est Midi, je vous donnerai rendez-vous tous les vendredis dans une chronique qui s'intitule Racines et valeurs de l'invité. Nous irons donc à la découverte des us, des coutumes, des traditions. Ce sera également l'occasion pour vous de mieux connaître vos célébrités préférées et il y en aura plein sur le plateau de C'est Midi. Donc nous irons découvrir nos valeurs, nos racines, parce que c'est ce qui fait notre richesse. La culture africaine est riche et vous la découvrirez à travers ma chronique. Donc je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt sur la chaîne nationale, la RTI. Je suis Dassé Flora, chroniqueuse à C'est Midi et je vous donne rendez-vous tous les mercredis à partir de midi sur RTI 1. Cette saison-là, ma chronique s'appelle « C'est encore Flora ». Pourquoi? Parce que je vais piéger tout le monde. Mes capsules seront à la fois divertissantes et éducatives. Parce que derrière chaque piège, derrière chaque caméra cachée, derrière tout ce que je ferai, il y aura une leçon de morale à la fin. Donc restez connectés. Les autres te disent que c'est impossible. Parce que pour eux, c'est perdu d'avance. Si je continuais à croire en ces paroles, je ne me serais jamais permise de prendre le contrôle de ma vie. Si j'attendais que les autres fassent les choses à ma place, je n'aurais jamais osé entreprendre ma vie et mon business. Alors, sors des rangs et montre ta différence. Arrête de laisser les autres te dire quelle est ta place. Prends-la. Merci beaucoup, public de C'est Midi. Pascaline Kamoukoué, l'histoire exceptionnelle d'une passionnée du coaching. Eh bien, nous rappelons à toutes fins utiles qu'elle est PDG, chef d'entreprise, coach PNL, executive coach certifié HEC Paris. Pascaline Kamoukoué est avec nous. Juste après la pub, nous avons vu un bout de ces séances de motivation. Eh bien, il faut dire qu'elle est dans plusieurs formats, parce que Pascaline, vous la verrez peut-être par moment, posée, calme, et des fois, vous verrez la femme Wonder Woman qui déambule dans tous les sens avec une belle énergie. Alors, votre cabinet de coaching Mochezo, c'est bien cela, ouais, Mochezo et Partners, oui, accompagne les leaders et les dirigeants. En quoi consiste précisément cet accompagnement? Alors, l'objectif du cabinet, c'est d'aider, en gros, les personnes à révéler leur plein potentiel. Quel que soit le domaine dans lequel ces personnes sont. C'est vrai qu'on le fait souvent en entreprise. C'est souvent les chefs d'entreprise, les cadres dirigeants qui, justement, nous sollicitent le plus. Mais il nous arrive également d'avoir aussi des entrepreneurs qui ont besoin d'être accompagnés sur leur prise de parole en public, sur leur confiance en soi, leur motivation et aussi les croyances limitantes, très souvent. Alors, le fait d'être une femme, est-ce que cela a une valeur ajoutée? J'ai partagé une expérience que j'ai eue il y a quelque temps sur les réseaux sociaux. C'est que je suis une femme noire et coach en France, dans un milieu d'hommes. Donc, c'est pas toujours évident. Et j'ai vécu une scène, une fois, c'était une assistante qui m'avait booké pour quelqu'un d'assez aisé quand même. Et donc moi, j'arrive dans le lieu de coaching, je suis toute, déjà j'arrive, j'ai dit, waouh, le quartier, c'est pas mal. Je regarde la maison, ah ouais, wow. Donc j'entre. Et donc en fait, quand j'arrive, ça s'ouvre en fait. Il y avait un système d'automatisation qui s'ouvre. Et dès que je vais, je suis émerveillée, la pièce est belle, j'avance. Et j'entre, j'ai un monsieur qui dit c'est au fond, je sais plus c'était au fond à droite et tout ça, j'arrive. Et donc il me voit, il dit ah bon, les noirs coachent maintenant. Enfin, non. Mais le truc de dingue, le truc de dingue. Et je dis si c'était Pascaline. D'avant. D'avant. Je l'avais ramassé. Je dis bon, Pascaline, tu gères, tu restes coach. Et là, je passe les détails. Hein. C'était très dur, très dur. Mais comme moi, mon métier m'apprend à ne pas, en fait, écouter les paroles, mais écouter l'émotion de la personne. Et quelqu'un qui a de la gentillesse, quelqu'un qui est bien dans ses bottes, ne dit pas de méchanceté gratuite. On est plus on riposte, on ne va pas attaquer.
Donc, quand il m'a fait ça, j'ai eu très mal pour lui, en fait. Je me suis dit, mon Dieu, qu'est-ce qu'il doit souffrir, ce monsieur? Donc, la séance de coaching, au début, il disait, bon, allez-y. Je lui ai dit, écoutez, vous savez, je suis là pour faire mon boulot. On a 10 séances, donc à vous de voir. Première séance, horrible. Deuxième, horrible. Troisième, au bout de la 4e séance, il craque, en fait. Parce que moi, je suis restée très professionnelle. Je faisais mon métier, il parlait. Et effectivement, le coaching a commencé quand j'ai franchi la porte et qu'il m'a traité de cette manière-là. Là, j'ai compris que ça va être dur, mais on avance. Curieusement, c'est mon coaché que je préfère le plus. Parce qu'il a changé. Il a changé. C'est lui qui me recommande le plus. Vous voyez? C'est ça. Bravo. Alors là, très bientôt à Abidjan, je crois le samedi 19, oui. vous serez face à des chefs d'entreprise. Oui. Et à quoi doivent-ils s'attendre ce jour-là? Alors, disons que le samedi 19 février, de 9h à 19h, j'organise mon Watch Me Talk à Abidjan. Et c'est le même concept, hein, c'est vraiment donner la possibilité aux gens de venir écouter le storytelling des personnes qui ont réussi. Vous voyez, par exemple, Stanislas Zézé, Nabou Fall, vous voyez, c'est des personnes qui ont un parcours inspirant, qui montrent que, même Jean-Luc Conan, vous voyez, c'est important d'avoir des modèles de réussite locaux. Et c'est des personnes qui en ont bavé. Elles en ont bavé, on les voit juste là. On a l'impression que ça y est, c'était facile pour eux. Tout était ouvert, non. Et je me dis, j'ai pensé à ce concept différemment en me disant, les personnes, elles viennent, elles passent une journée en immersion. C'est-à-dire que nous, on s'occupe de la traversée en bateau. On les amène pour qu'elles puissent passer cette journée-là et passer la journée. Elles ont les animations, les formations, mon coaching, les conférences sur des thématiques dont le noyau central, c'est rendre possible ce qui vous semble impossible. Impossible. Voilà, c'est un peu ça. Pascaline, nous sommes pratiquement à la fin de cet entretien. Alors, pour tous ceux qui vous regardent, déjà, pour ceux qui souhaiteraient embrasser le métier de coaching, quel serait votre conseil? Et aussi pour des personnes qui réchignent encore à se faire coacher. Tout le monde a besoin de coach. Tout le monde a besoin d'être coaché sur un point précis. Peut-être pas le même point, mais on a besoin de ça à un moment donné de notre vie. En général, ceux qui disent qu'ils n'ont pas besoin de coach, c'est ceux qui ont le plus besoin. Donc vraiment, si vous ne vous êtes jamais posé la question à savoir à quoi consiste un coaching, déjà intéressez-vous à ce métier. N'écoutez pas les vendeurs d'illusions, c'est-à-dire que ne vous dites pas que ça y est, on peut se lever un matin, devenir coach. Non, on peut se lever un matin et être quelqu'un qui conseille et qui donne d'ailleurs de très bons conseils. Mais être coach, ça demande vraiment à se demander pourquoi je fais ce métier. Est-ce que je le fais juste parce que c'est un phénomène de mode ou est-ce que je le fais parce que je sens l'appel du cœur, le cri du cœur qui me dit de le faire? Il faut vraiment que ce soit quelque chose qui vient du fond parce que c'est pas évident hein, quand vous entendez les problèmes des gens qui vous passent, ça vous prend votre énergie. Donc il faut vraiment vous demander quel est votre pourquoi vous voulez le faire. C'est un véritable sacerdoce. Ouais, merci infiniment Pascaline d'être venue sur notre plateau. Merci beaucoup pour tous ces enseignements et nous profitons, comme par hasard, HEC GECOS Formation de Yopougon. Merci de votre présence sur le plateau de ce midi. Sinon, dans le studio de ce midi, le responsable est M. Kwame Georges Odilon, le directeur M. Aka Hubert. Nous avons une autre école, IS GEMA de Cocody. Merci. Merci d'être là. Alors, on n'en a pas fini encore avec la CAN, hein, Nadia Sabé. Pas du tout. C'est vrai que la finale a été jouée, toutes les récompenses ont été faites. Mais tant que je ne mets pas mon mot dessus, c'est pas encore fini. On vous retrouve juste après ceci. C'est le JT de ce midi avec Nadia Sabé. La CAN de cette année était dosée. Oui, dosée à tous les niveaux et c'est ce qui a fait sa particularité. De Eric Bailly avec son penalty en passant par le défenseur comorien devenu gardien, sans oublier le ricochet Côte d'Ivoire-Cameroun et même les prestations des différents arbitres, il y en avait de tout. Mais nos regards se sont posés sur les gardiens de cette année. Et pour cela, nous avons classé un top 3 des gardiens qui ont fait le buzz sur la toile. Un élément de Adjoa Pendré. Benjamin. OK. Passer de ces choses. Nous avons classé les top 3 spéciales
gardiens de but. En 3, nous avons Badrali, gardien de l'équipe de la Côte d'Ivoire qui, face à la Sierra Leone, nous a fait une chute de la gloire. Et comme c'était un peu soyé, il est resté au sol en mode il est blessé. Mais bon, on s'en fout, on l'aime quand même. En 2, nous avons Farid Ouedraogo, 3e gardien de l'équipe du Burkina Faso qui rentre en œuvre lors des tirs au but face au Cameroun. Non mais franchement, je sais qu'il y a un lourd en bas qui l'attend au Burkina. Le meilleur reste pour la fin. Le numéro 1, c'est le mur de Berlin. Mohamed Abou Gabal, alias Gabaski. Morola est trop fort. Mais déjà, le gars, il est malin. Parce que peu avant les tirs au but, lors de la finale contre le Sénégal, il avait une bouteille qui a été récupérée par un supporter sur le terrain. Et l'on peut clairement voir qu'il avait déjà noté les différents tirs de ses adversaires. Mais dommage, ce jour n'a pas été son jour de chance. Mais en tout cas, il reste le meilleur. Gabaski, son femme, il était dit. Les pharaons sont certes forts, mais les lions de la Teranga sont les meilleurs cette année. Et oui, c'est fait, le Sénégal remporte sa première Coupe d'Afrique des Nations de cette édition 2021. En effet, lors de la finale déroulée ce dimanche 6 février, le Sénégal a remporté la victoire face à l'Égypte à l'issue des tirs au but. C'est le tout premier trophée de la CAN soulevé par le Sénégal. C'est un immense moment de joie et de fierté pour l'équipe, mais surtout pour le peuple sénégalais. Et pour cela, ils ont décidé de fêter cette victoire jusqu'en 2023. Et à l'heure où je vous parle, Adjoa Pendre Bedjamio, baptisé Adjoa Pendre Diouf, est au cœur de ces événements. C'est la meilleure. Nous sommes chez nos frères sénégalais, souffrez de mes pas. Nous sommes avec le président, voilà, de la Sénégalais du ghetto ici. Il m'a dit un mot, comment vous sentez-vous? Oui, on se sent très bien. Vraiment, on est trop content de cette victoire. Ça fait des années qu'on court dans ces trophées. Vraiment, cette victoire, on est trop content. Ici, nous avons la griotte à la voix d'or qui va nous dire quelque chose. Voilà, c'est la griotte à Mikole. Je suis très content de la victoire du Sénégal. On a couru pendant 60 ans. Dieu nous a donné. Non, cette année, il fallait qu'on le gagne. J'ai dit, lui là, il est honnête, il est gentil. Wallahi. Non, il est bien. On fera les ouais. Nous sommes tous en joie. Voilà, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, c'est la famille. Voilà, champion d'Afrique pour la première fois. Une victoire qui mérite toute cette joie-là, et même plus encore. Donc pour cela, c'est ouais. Ouais. Félicitations au lion de la Teranga. Hein. Le cri a changé lorsqu'elle a reçu un billet vert. Ah oui, même le regard. Hein. Le regard, monsieur, qui allait dans tous les sens. Merci beaucoup, on applaudit très fort. Nadia, Sabé, bravo. Wow. Eh bien, l'émission se poursuit, j'ai failli m'oublier. Hein. Bon, d'accord, bon. Ce qu'on va faire, on va recevoir d'abord Paulus Aliaton pour sa chronique et puis terminer avec notre invité surprise. Voilà, je préfère inverser les choses parce que j'étais en plein dans la chronique de Nadia. C'est parti. C'est malin avec Paulus Agaton. Eh bien, Caroline, le 14 février prochain,
Le monde va célébrer la Saint-Valentin, la fête de l'amour. Donc pour certains, célébration de l'amour, pour d'autres, fête commerciale, quoi qu'il en soit. Que vous soyez fou d'amour ou un passionné, quelqu'un qui est en quête d'opportunité pour se faire de l'argent, on va dire que chacun pourra trouver pour son compte. Et justement, on a essayé de faire un benchmark des opportunités intéressantes à l'occasion de la Saint-Valentin. Et la première opportunité avec laquelle nous démarrons, c'est celle relative aux restaurants et pâtisseries. Bon, le but n'est pas d'ouvrir un restaurant, une pâtisserie en quelques jours ou en un jour, mais c'est de parer son restaurant aux couleurs de cette fête, donc de la fête de l'amour. Ça peut être une déco exceptionnelle qui va s'aligner sur le thème de l'amour ou tout simplement des packages adaptés en fait pour la Saint-Valentin, des packages tout en un. On aura ensuite le business des bijoux. Oui, en effet, beaucoup de bijoutiers, éventuellement des bijoutiers de luxe, réalisent une grosse partie de leur revenu annuel au cours de cette fête, donc environ 30%, voire un peu plus. Et donc, si vous n'avez pas les moyens de vous offrir une bijouterie, vous pourrez faire une sorte de mini dropshipping, voilà, j'y arrive, échanger avec un bijoutier pour, par exemple, faire la promotion sur les réseaux sociaux. Et lorsque quelqu'un passe la commande, vous ajoutez votre marge et chacun gagne pour lui. Voilà. On aura ensuite le business du vestimentaire et du cosmétique. Bon, je n'ai pas besoin de vous dire que la gente féminine va vouloir affiner sa beauté, les hommes également. Quoi de plus normal, voilà. Hein. Qu'est-ce qui fait la différence entre vous et nous? Ah bah oui. Voilà, c'est ça. Oui, mais... Heureusement qu'il y a des hommes qui ne lâchent pas l'affaire. Mais on a aussi le fait que chacun des deux sexes va vouloir offrir des cadeaux, que ce soit des vêtements, un article vestimentaire et bien d'autres. Donc c'est un secteur qui pourra éventuellement marcher. On a aussi le business des fleurs. Les fleurs s'arrachent plutôt bien à l'occasion des fêtes. Et on a par exemple un bouquet qui est très à la mode, le bouquet de fleurs au billet de banque. Voilà. Ah oui. Donc vous pourrez personnaliser. Adjoa doit aimer ça. Hein. Ouais, je pense. Mauvais. Donc vous pourriez personnaliser chaque bouquet selon la valeur la valeur à laquelle vous avez envie de vendre le bouquet. Et voilà quelque chose qui a longtemps été considéré comme un mythe et pourtant ça marche plutôt bien. Le business des sous-vêtements et débardeurs pour hommes. Ouvrier, police. Non, parce qu'en fait, j'entendais les gens dire que c'est quelque chose qui marche pendant la fête des Saint-Valentin, mais je ne pensais pas que c'était sérieux. Et pourtant, les commerçants de débardeurs arrivent à se faire une bonne manne financière. Donc, le 14 février dernier, on a par exemple certains qui ont vendu plus de 300 000 francs, 500 000 francs. Et cette année, il y a d'autres qui envisagent gagner jusqu'à 1 500 000. Mais chaque année, il y a des mises en garde. Les filles, là, ne nous offrez pas de débardeurs cette année. Et pourtant, ça marche. Merci beaucoup, Paulus. Nous allons recevoir notre invité surprise. Il est artiste, sculpteur contemporain. Il est le concepteur de la sculpture monumentale en bois flotté. Nous le recevions sur le plateau de ce midi avec Jean-Michel il y a de cela 2 ans. C'était le 3 février 2020. Eh bien, son activité a pris une ascension fulgurante depuis lors. Merci de recevoir Vanlié Ténié. Vanlié Ténié. Vanlié Ténié est notre invité surprise. Bonjour, ça va? Bonjour et vous? Le changement, ça se voit. Alors, vous avez une activité, une première expo, sculpture à Abidjan dans le mois de décembre. Ouais, première du genre 2022, hein. Première du genre à Abidjan. Bon, je ne sais pas pour vous contredire, si vous changez un peu, rectifier le nom, c'est Ténié Vanli. Voilà. Allez-y, répétez. Ténié Vanli, V-A-N-L-Y. Vanli, d'accord. Voilà. Alors, puisque vous n'êtes pas vite arrivé, Je suis d'accord. Voilà, c'est bon. D'accord. Là, on est obligé de tout dire. Alors, dites-nous, qu'est-ce qui fait la particularité de votre sculpture? En fait, comme je dis, c'est une première en Côte d'Ivoire. Bon, j'assemble des bois, c'est de l'assemblage de bois que je récupère dans la nature. Et puis, je transforme ça en sculpture pour égayer la population. Pascaline, la particularité, c'est quoi? C'est impressionnant. C'est magnifique. La particularité, c'est le côté monumental, en fait. Ouais. Voilà, je peux faire des sculptures qui peuvent atteindre des hauteurs jusqu'à 12-13 Combien mètres de mètres? 12-13 mètres de haut. Wow. Voilà. Donc, et ça peut vous prendre combien de temps, une sculpture pareille? Ça dépend. Je peux dire maintenant, j'ai du métier, mais une sculpture, par exemple, celle-là, me prend peut-être une petite semaine. Voilà, pour la réaliser. Ouais. Voilà. Ce midi a carrément changé. Votre passage ici a carrément changé. Oui, je dirais, je suis passé ici il y a 2 ans, puis après j'ai eu beaucoup de retours de la sous-région, que ce soit du Burkina, Mali, Bénin, Sénégal, et des encouragements de partout.
Mais en fait, le mec, il le dit comme si c'était quelque chose de normal. Ouais, je suis passé ici et puis après... Bon, d'accord. De toute façon, nous, on a fait notre boulot. Hein. Ouais, je vous en prie. Et puis, on est content pour ce qui vous est arrivé. C'est moi qui vous remercie. Donc du coup, je suis là pour parler un peu de ma première expo à Abidjan, parce que j'ai jamais fait d'exposition de ce genre, que ce soit en France ou ici. Donc ce sera la première en Côte d'Ivoire. Donc j'ai décidé que ça soit fait dans mon pays, pour présenter un peu ce que j'ai appris à l'Hexagone. Donc du coup, ça va se passer dans le mois de décembre. De décembre. Du 1er décembre au 15 décembre à l'Institut français d'Abidjan. Vous avez toute notre bénédiction. Voilà, je vous en prie. On part pour la pub et on se retrouve dans quelques instants pour conclure cette émission. Quels que soient vos challenges familiaux, la nouvelle Kirène des litres est à vos côtés pour vous simplifier la vie. Avec son nouveau format plus économique à 1500 francs, découvrez la nouvelle Kirène des litres, facile à utiliser, disponible dans tous les points de vente. Kirène, soif de vivre. HEC Jeux Formation, ISGEMA, les réalisateurs, toute l'équipe technique, Pascaline Kamokoé, toute l'équipe de C'est Midi. En tout cas, merci à vous. Merci à vous également, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis jusqu'à cette heure. Ne raccrochez pas, voilà, restez en notre compagnie. À 13 h, vous aurez le journal télévisé. Et restez sur RTI1, c'est la chaîne qui rassemble. Merci en tout cas. On se retrouve demain pour la finale. D'ici là, on vous embrasse.